Paris. Les mêmes. Sur l'île Saint-Louis. Mais qui a raison, messieurs? Parce que là, vous je pense que la thèse soutenez la thèse de Marc finalement, est il y a autant de versions je pense qu'elle est respectable, mais je pense que la vérité est au milieu, c'est-à-dire que c'est vrai que ces 3 personnes faisaient partie du gang des égoutiers, ça, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et qu'ils n'auraient jamais agi sans l'aval de Gaëtan Zampa, qui était le parrain marseillais à l'époque, comme je l'explique dans mon livre. Ce n'est pas son territoire, premièrement. C'était son territoire aussi, puisqu'il avait sur place Bimbo, donc Jean-Pierre Roche, qui était son alter ego sur Nice. Il régnait quasiment sur toute la région et même sur la France entière à l'époque, puisque vous savez que c'est ensuite Francis le Belge, Jacques Imbert qui lui ont succédé. Mais ce qui me fascine, moi, c'est que plusieurs décennies plus tard, on n'est toujours pas d'accord en fait sur la version des faits, quoi. Non, mais parce qu'en fait, quand on interviewe ces gens aujourd'hui qui parlent, certains qui parlent un petit peu, ils expliquent qu'en gros, la France n'est pas un pays de parrains. En France, il y a des équipes. Et ces équipes sont plus ou moins protéiformes. C'est-à-dire qu'il y a un casse à faire à Nice. Effectivement, Zampa est au courant, sans aucun doute, il est au courant. Les gens qui désirent faire ce casse vont le voir, ils disent voilà, on va faire ce casse. Et puis, que fait Zampa? Il leur dit bon, moi j'aimerais bien que tu prennes un tel et un tel. Et puis, il leur fournit les moyens, il leur fournit tous les moyens. Les moyens, l'argent, les villas. A priori, c'est Migozzi qui a fourni les moyens. Les outils, le matériel. Mais Migozzi, c'est Zampa. Donc, oui, mais sur sa cassette personnelle. Sur sa cassette personnelle. C'est vrai, Marc, ce que tu dis dans ton émission, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'elle est géniale, ton émission, je l'aime beaucoup. Mais chouette pub, hein. Marc, je veux le remercier, José. Ce que je veux lui dire, c'est que c'est Otto Spaggiari, rappelez-vous, la Spaggiari Mania, qui s'est emparée de la presse à l'époque. Spaggiari par-ci, par-là, on le voyait partout à la télé, c'est moi qui, c'est moi que. C'est moi qui ai oui, mais il a tout inventé. C'est moi qui ai obéi à Gaëtan Zampa, c'est tout. Et qui faisait le pitre à la télé. Alors on va parler maintenant d'un autre profil avec Jean-Charles Villoquet, spécialiste des cambriolages de châteaux, qui lui aussi va s'évader de façon spectaculaire avec l'aide de sa femme en pleine salle d'audience au tribunal correctionnel de Paris. Nous sommes dans les années 70. Extrait. Ce qui l'intéresse finalement, c'est l'adrénaline, c'est le fait d'avoir ce goût de l'aventure, ce goût du risque qui lui colle vraiment à la peau. Et c'est un peu un prétexte, encore une fois, il se ment lui-même. Un soir, il décide de s'attaquer à un coffre-fort. Peut-être c'est une façon de donner un sens à son existence. Il ne faut pas oublier aussi son intérêt pour l'argent, puisque c'est de l'argent facile à chaque fois, et il a ce goût. Pour aller sur les lieux, ils ont loué une Simca. Pour bien organiser le cambriolage, ils ont repéré les lieux, mais avec tellement peu de discrétion que le véhicule a été repéré. Les 2 complices ramènent la Simca au loueur. Et peu de temps après, ce qui devait arriva. Jean-Charles Villoquet est de nouveau arrêté. Nous avons reconnu notre ex-journaliste, Lucie Nutin, qui est une experte de Villoquet, Marc Mawad. Absolument, elle connaît très bien le sujet, d'ailleurs elle a été très très forte sur ce documentaire, elle a bien cerné le personnage, parce que Villoquet c'est un personnage très complexe. Oui. Villoquet ce n'est pas un voyou, Villoquet c'est un apprenti coiffeur, antiquaire plus qu'amateur, puisque très jeune, vous avez des acheteurs qui viennent de toute la région dans le salon de coiffure où il est apprenti pour lui demander des conseils sur des pièces qu'ils achètent. Il a une collection d'armes anciennes et en fait il va basculer dans la délinquance pendant l'armée. Tout simplement, pendant l'armée, il rencontre un camarade qui j'allais vous demander comment il bascule justement. Il a un camarade qui sort de prison, qui fait l'armée avec lui et qui va l'entraîner à faire des bêtises. Et là, il s'aperçoit que l'armée, c'est stupide par rapport à l'idée qu'il s'en faisait. Il mettait l'armée sur un piédestal et il s'aperçoit que c'est pas terrible. Et donc il se dit finalement, puisque tout le monde fait n'importe quoi, moi aussi, et il commence à enfreindre la loi. C'était la période qui voulait ça ? C'était pas seulement la période, c'était que, en l'occurrence, on avait affaire à vous savez, une époque un peu chevaleresque. Alors on a parlé de Spaggiari, qui était aussi un soldat perdu de l'armée française, et même de l'Indochine. N'oublions pas, il a fait l'Indochine, où d'après son lieutenant, il avait commis, c'est ce lieutenant de 90 ans me l'a dit, certains larcins, et même un petit braquage, au sein même de l'armée. Oui, vous voyez, donc ça se passait pas très bien. C'est ce genre d'exemple qui a fortement déplu à Villoquet. Et cette histoire de sa femme là, qui rentre dans le tribunal, c'est incroyable. Villoquet, c'est l'homme d'une seule femme.
enfin en tout cas en même temps, puisqu'il en a eu 3 dans sa vie, et il dédie sa vie à cette femme et il en attend autant en retour. Donc à partir du moment où lui est dehors et sa femme est en prison, il va tout faire pour la libérer, et le contraire également, puisqu'il va la convaincre de venir avec une grenade en pleine audience pour le libérer, et avec des armes. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion, maintenant que vous avez réalisé tous ces documentaires, que c'est une période complètement révolue, que ça n'existera plus? On voit des braquages qui existent effectivement en Provence, etc., mais pas de cette façon-là. Donc il y aura des prisonniers, il y aura des soucis d'évasion, parce que les prisonniers n'ont qu'une obsession dans la tête, c'est de s'évader. Aujourd'hui, toujours pareil. Et la réaction sociale n'est plus la même. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, l'administration pénitentiaire a évolué. On nous raconte des choses qui se passaient dans les prisons dans les années 70, qui j'espère n'existent plus aujourd'hui, des passages à tabac, des punitions assez incroyables. Mais la réaction du public, la réaction sociale à une évasion dans les années 70, c'était tant mieux pour lui. Alors qu'aujourd'hui, quelque part, on essaie de nous faire peur. C'est-à-dire, vous avez un évadé, on a l'impression que c'est un grand malade qui va tuer tout le monde, et donc il faut prendre des mesures exceptionnelles pour renforcer encore les prisons, alors qu'il y a une dizaine d'évadés par an. Donc, sur 62 000 prisonniers. Donc, on prend des mesures qui sont hors de proportion par rapport au risque. Et ça peut vous inspirer? Il y en a qui vous inspirent en tout cas de grands bandits aujourd'hui? Oui, il y en a toujours, oui. On connaît Joseph Menconi, qui est le copain de Ferrara. C'est un type extrêmement dangereux qui s'est déjà évadé du reste de la prison de Borgo en Corse, je crois. Deux fois. Donc vous avez des gens en prison actuellement qui s'évaderont. Oui. Antonio Ferrara, je pense que si on lui en donne l'opportunité, il s'évadera. Mais aussi, ce sont des gens qui sont mis dans des dispositions telles en prison qu'ils ne peuvent que penser à s'évader. Antonio Ferrara, par exemple, vit dans une aile de sa prison qui a été aménagée pour lui. Il y a eu plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux. Il y a un certain nombre de matons qui ne s'occupent que de lui, et il ne voit absolument personne à part son avocat. Donc ça veut dire qu'il bénéficie de conditions particulières? Oui, c'est-à-dire qu'il est ingénieux. Marc l'a très bien dit tout à l'heure. Écoute, tu sais ce qu'il avait fait, Ferrara? Il avait fait en sorte d'être placé au mitard, c'est-à-dire donc au cachot, en refusant la visite traditionnelle de sa cellule. Donc il savait en étant placé donc au mitard, il serait justement tout à côté de la porte qui serait plastiquée par ses complices quelques heures plus tard. C'est très ingénieux. Il pense à tout, le moindre détail, et ça a marché. Oui, et puis il y a des complicités à l'intérieur, puisque il a des explosifs sur lui, dans sa cellule, il a un téléphone portable. Il y a un surveillant qui avait été arrêté à l'époque d'ailleurs. On trouve absolument tout dans une cellule aujourd'hui, et ça c'est assez incroyable, parce que quand on discute avec les responsables de l'administration pénitentiaire, ils vous disent non, c'est la marge, dans toutes les sociétés il y a des moutons noirs. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans toutes les prisons on trouve de tout. On est braqueur ou on le devient d'ailleurs? Notamment pour Ahmed Othman, qui était un corrupteur professionnel. Lui, il balançait du fric dans tous les sens et ça marchait. Hein. Vous savez, à partir d'une certaine liasse, comme dit Tony Cossu, il n'y a plus tellement de refus possible, quoi. Est-ce qu'il y a des particularités chez ces hommes qui les relient entre eux, finalement? Oui, d'abord, le milieu, c'est un microcosme. Donc, il y a des liens entre Menconi et Ferrara, puisque Menconi a été arrêté dans une planque de Ferrara, mais on s'aperçoit que ces gens-là, en fait, ils ont les mêmes hobbies, ils fréquentent les mêmes boîtes de nuit, ils vivent tous de la même manière, donc effectivement, il y a des liens, c'est-à-dire une génération de gangsters, de voyous, ils se connaissent tous. Ensuite, ils se rencontrent en prison. Je suis pas tellement d'accord avec l'analyse de Marc, parce que je pense qu'il y a deux milieux. Le grand milieu traditionnel, les classiques, les papis du banditisme à Marseille, corso marseillais. Oui. Et puis vous avez à côté ce que j'appelle vraiment la Smala Connection. La Smala Connection, c'est la connexion familiale, comme son nom